Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui Jens Wirol, professeur de finance comportementale, qui va se prêter à l'exercice, à savoir analyser vos comportements d'investisseurs en 2022 et essayer d'anticiper vos choix en 2023. Jens, je vous laisse tout d'abord vous présenter. Bonjour, oui, je m'appelle effectivement Jens Wirol. Je suis professeur de finance comportementale, mais en fait c'est une petite partie de mon activité, être professeur. En réalité, je suis consultant sur des questions de communication des affaires, communication financière. Mon parcours, et c'est pour ça, je pense que je suis ici, c'est que j'ai fait 20 ans de finance de marché en tant que sales trader sur les actions, et puis après en charge des ETF à la Deutsche Bank, donc des DBX Tracker. Depuis, je m'occupe effectivement de communication financière et des affaires, c'est-à-dire tout ce qui est négociation, tout ce qui est pitching, levée de fonds, et la communication. Quand on réfléchit bien, c'est deux questions. C'est la question de pédagogie, de clarté, et puis c'est la question d'influence. Et l'influence, ça touche beaucoup à la question des biais cognitifs qu'on retrouve en finance comportementale. Ok, donc en fait tout ça, sur la partie finance comportementale, c'est une histoire de biais cognitifs, c'est-à-dire comment l'investisseur se comporte face à son portefeuille, face au marché de manière plus large. C'est ça, la finance comportementale, finalement, si on réfléchit un petit peu, c'est ce qui se passe au-delà du rationnel. Quand on prend des décisions sur les marchés financiers, sur les investissements qu'on fait, normalement on a des réflexions de rendement, de prise de risque. Et puis ça, c'est la dimension très rationnelle. Et puis par ailleurs, il y a toute une dimension psychologique qui se met en place. Et quand on commence à prendre une décision, même si le rationnel nous dicte un choix, souvent notre cerveau nous dit parfois autre chose ou nous amène dans une direction légèrement différente. Et ça, ce sont les fameux biais cognitifs, c'est-à-dire des espèces de réflexes quasiment instinctifs qui nous amènent sur des voies un peu plus sécures, un peu plus prudentes, de façon inconsciente, alors que normalement, on pourrait se dire là, il y a un risque à prendre, on y va. Et parfois, c'est exactement le contraire. On prend plus de risques de façon inconsidérée. C'est notre cerveau qui nous joue un tour. Est-ce qu'on pourrait dire de manière très caricaturale que c'est la différence entre la théorie et la pratique ? Oui, ça serait un petit peu caricatural. C'est très caricatural. Un peu caricatural. Non, c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que dans la théorie, il y a quelque chose de très rationnel. Dans la pratique, effectivement, on a cette dimension psychologique et de biais cognitifs en plus. Donc ça se complémente. Nos choix, c'est un mix des deux. Mais malgré tout, c'est tellement puissant cette histoire de biais cognitifs. Cet instinct un peu animal. Ouais, exactement. Ouais. En fait, l'histoire des biais cognitifs, juste en un mot, pour être simple. D'ailleurs, si c'est un sujet qui intéresse vos auditeurs, il faut absolument lire Daniel Kahneman. D'accord. Système 1, système 2. En anglais, je crois que c'est Thinking Fast and Thinking Slow, qui explique très bien, et en un mot, il dit une chose, on a deux cerveaux, un cerveau qui réfléchit, mais qui prend tellement d'énergie que finalement, il y a un autre cerveau qui, lui, est instinctif, qui prend pas d'énergie, et donc c'est lui qui dicte les choix, avant le rationnel. Bien sûr. Et c'est pour ça que parfois, on fait des choix qui sont un peu aberrants, ou en tout cas, après coup, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ok. On va voir ça plus en détail sur la partie des investissements. On le sait, l'année 2022 a été une année particulièrement volatile sur les marchés, et cette volatilité a engendré 3 comportements principaux chez les clients Yomoni. On vous a demandé effectivement d'analyser ces 3 grands comportements qu'on a analysés à travers notre data pour nous, et d'essayer en fait de nous donner un peu des tips ou des astuces, en tout cas donner à nos investisseurs des astuces pour essayer de dépasser peut-être ces réactions un peu primaires et revenir à quelque chose de plus réfléchi. Premier exercice, bilan 2022, vos comportements décryptés et comment les rationaliser, comment les optimiser. Les 3 grandes tendances de nos investisseurs en 2022, Yann, c'était premier investisseur qui va repousser son investissement parce qu'il voit pas forcément où peut se situer le point d'entrée, ou en tout cas la volatilité excessive ne lui donne pas suffisamment confiance psychologiquement pour rentrer sur le marché, donc il repousse sa décision à plus tard. Bonne ou mauvaise idée, on le décryptera ensemble tout à l'heure. Il y a l'investisseur qui prend peur et qui va jusqu'à clôturer ses contrats, parce qu'il a peur que face à cette volatilité, tout finisse par s'effondrer, mais on sait que la presse financière est parfois aussi une presse un peu à scandale. En tout cas, une presse qui n'aime pas le vide, donc parfois peut être un peu affolante pour l'investisseur. Et enfin, le dernier comportement que nous avons analysé, grand comportement que nous avons analysé sur l'année 2022, c'est l'investisseur qui va diminuer son profil de risque pour limiter son exposition. Alors, comment est-ce qu'on peut retraduire ces 3 types de comportements en finance comportementale, et quels conseils pouvez-vous donner à nos investisseurs pour essayer de revenir à quelque chose de plus rationnel en vue d'optimiser leur performance ?
Alors effectivement, on peut parler de repousser ses investissements ou de clôturer ses contrats comme de l'attentisme, comme de la prudence, et donc il y a 2-3 éléments qu'on peut dire par rapport à ça. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a tout le monde, et c'est plutôt ça, hein, d'être prudent dans un environnement qui est très volatile, qui est incertain, c'est ça d'être prudent. Mais le problème, c'est que il y a un phénomène psychologique qui fait qu'on devient surprudent. C'est-à-dire qu'on se retire et on attend un moment parfait pour se repositionner. Et en fait, ce moment parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le moment parfait. Que tous les signaux soient ouverts, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. En fait, il faut plutôt avoir cette logique de dire, bah, ça évolue, ça monte, ça baisse. Et qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, finalement, il y a peut-être 3 attitudes qui sont intéressantes. La première, oui, être prudent sous forme de où est-ce que je mets mes actifs, c'est-à-dire sur quoi j'investis. Là, je peux effectivement changer, c'est ce qu'on verra juste après avec le profil de risque, changer légèrement le type de produit sur lequel je me positionne. Hein, des produits plus prudents, plus obligataires qu'actions, ou si on veut être sur l'or, si on est sur des défensifs. Mais en tout cas, on change son allocation d'actifs. C'est le premier élément. Deuxièmement, on sait qu'un marché, même qui baisse, c'est un marché sur lequel on peut commencer à moyenner à la baisse. Si jamais on attend le moment parfait, ce qui va se passer, c'est que ça va baisser, puis à un moment ça va repartir, comme c'était le cas en octobre, et puis quand ça repart, on se dit, mais est-ce que ça repart vraiment? On attend, et tout d'un coup on se remet à acheter au moment où tout le monde est déjà positionné, et c'est trop tard, on est en train de perdre de la performance. C'est plus intelligent, normalement, de réfléchir comme ça. Quand ça baisse, j'attends un petit peu, mais à un certain moment, je commence à me positionner et moyenner à la baisse. C'est-à-dire que j'achète un petit peu, si ça continue à baisser, je rachète encore un petit peu, je mets pas tout d'un coup. J'avance par un coup. On pourrait lisser, on peut dire que monsieur Y a 50 000 euros à placer, et s'il est dans une période particulièrement volatile, au lieu de se dire je mets les 50 000 euros d'un coup, on peut peut-être les fractionner en 5 fois. Exactement. 5 fois 10 000 euros. Il commence à se positionner sur 10 000 euros, si ça baisse un peu plus, il en remet 10 000 de plus, ce qui fait qu'à la fin, il va avoir un point d'entrée qui est relativement bas, et dès que ça repart... moyennisé en tout cas. Ça c'est une moyenne plus basse de point d'entrée, et donc quand ça repart, la performance arrive plus vite. Alors que si on attend, le risque, effectivement, c'est de manquer ce redémarrage, et d'acheter beaucoup plus haut, et parfois acheter trop tard au moment où ça commence à baisser. Alors là, c'est vraiment problématique. Donc, deuxième élément, effectivement, moyenner à la baisse. Et puis, troisième élément qu'on peut avoir, c'est se mettre en place des indicateurs. Il y a plusieurs types d'indicateurs. En général, c'est des indicateurs plutôt techniques, des moments de survente. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des indicateurs comme le RSI, comme les bandes de Bollinger, ou des moyennes mobiles qu'on peut utiliser. J'espère que vous mettrez sur votre site des éléments Oui, parce que là, vous arrivez sur des choses... Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans une définition simple de ces indicateurs? Où est-ce qu'on les trouve? À quoi ils correspondent? Peut-être sur les 3 principaux... Alors, juste de façon générale, ces sujets-là, les indicateurs, ce sont des indicateurs d'analyse technique, c'est-à-dire par rapport à des graphiques, on regarde les mouvements des graphiques, et quand on voit pendant une succession de jours qu'il y a beaucoup de ventes, pendant un certain nombre de jours, les ventes se succèdent. Tout d'un coup, il y a une masse très forte de ventes. On dit c'est survendu. Et puisque c'est survendu, et c'est mécanique, il y a un moment où les investisseurs professionnels se repositionnent sur une survente. Et donc, quand c'est survendu, ça rebondit à ce moment-là. Donc, c'est ce type d'indicateur qu'on peut prendre. Pour des tendances plus longues, on regarde des moyennes mobiles, c'est-à-dire sur 50 jours, ou c'est-à-dire en fait sur un trimestre, ou sur 200 jours sur une année. Quand on voit que les moyennes commencent à remonter, c'est-à-dire qu'en fait, sur le long terme, les tendances sont en train de s'inverser, c'est un bon moment pour se repositionner. Typiquement, si on est adepte de l'analyse technique. Là, on est plus dans une approche de trading. C'est vrai que chez Yomoni, du fait de passer par la gestion déléguée, la gestion mandatée, on est sur des gens qui sont pas moins avertis, mais sur des gens qui ont envie en tout cas de se peut-être un petit peu délester d'une partie de l'analyse technique et qui la confie directement à Yomoni. Mais en tout cas, c'est bon à savoir quand on a quelques facteurs qui permettent de déceler quand est-ce que la remontée peut arriver et qui peuvent rassurer au final, parce que c'est du confort psychologique qu'on cherche avant tout, c'est ça, hein? Absolument, confort psychologique, et de toute façon, ils peuvent tout à fait déléguer, c'est très très bien, ça n'empêche pas, et c'est bien pour, je pense, leur culture économique, culture financière, de s'intéresser et de regarder ces indices et se dire, bah tiens, c'est pas mal, c'est peut-être le moment où je devrais justement ne pas clôturer, mais me repositionner. Donc ça, c'était un des comportements qu'on peut analyser à travers cette histoire de surprudence. L'autre chose qui se passe, c'est il y a en finance comportementale un biais qui s'appelle le biais de disponibilité. Et c'est quoi le biais de disponibilité? C'est juste ce qui nous occupe l'esprit tout le temps, revient toujours en permanence sur quand on est préoccupé. Imaginez un élève qui passe le bac. Il a le bac tout le temps en tête. Donc le bac, c'est disponible à son esprit en permanence. Il y a cette histoire de bac. Quand je suis dans un environnement très volatile ou un environnement baissier ou incertain, ce que j'ai à l'esprit, c'est
ça va pas, c'est incertain, c'est incertain. Et ça, comme c'est toujours disponible à mon esprit, et ben ça force mon comportement. En fait, je sors de la rationalité de dire, bah, c'est incertain, mais à un moment, ça va rebondir. Il y a des cycles économiques, on va repartir à un moment. Et bien, comme c'est disponible à mon esprit, ça s'impose à mon esprit que ça va pas, et ben je suis tétanisé et je ne fais plus rien. Et ça, c'est une erreur, parce que on ne peut pas rien faire. Sinon, bah, l'argent dort. Et puis ou alors je clôture au mauvais moment. Ou je clôture au mauvais moment. Donc en fait, là, en fait, c'est exactement d'ailleurs la même chose. Quand ça monte, ce que j'ai à l'esprit seulement, bah, c'est positif, tout va bien. Je n'arrive même plus à percevoir qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par rebaisser. Donc en fait, un bon placement, c'est un placement auquel je ne pense pas. Oui, c'est très philosophique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de philosophie, au final, de la psychologie, de la philosophie, il y a beaucoup d'autres choses que l'investissement même, dans l'investissement. Il y a de la psychologie. Ce qu'il faut bien penser, c'est, puisque les choses qui sont devant moi s'imposent à mon esprit, quand ça va pas, j'ai l'impression que tout va mal, quand ça va bien, j'ai l'impression que tout va bien, la chose que je dois avoir, c'est plutôt une culture économique et financière et dire non, en fait, on a des cycles économiques, ça monte pendant un certain temps, et puis ça baisse assez rapidement, ça remonte et ça baisse assez rapidement. Parfois, c'est même des bulles, hein, donc ça monte très fort, et puis il y a des crises derrière. Mais en fait, j'ai conscience de ces cycles, et donc, tout simplement, je ne suis plus tétanisé. Je ne suis plus omnibulé par les baisses ou omnibulé par les hausses. Je sais qu'à un moment, c'est peut-être le moment de prendre mes profits, ou au contraire, c'est le moment de me repositionner. Ce biais de disponibilité m'aveugle, en quelque sorte. Il ne faut pas que je me laisse aveugler. Je deviens myope. Voilà. Il ne faut pas être surprudent, il ne faut pas être trop disponible, il ne faut pas trop réfléchir à son placement. Oui, il faut réfléchir. Il ne faut pas être omnibulé, c'est-à-dire... En fait, il faut s'extraire du contexte. Il faut réussir à s'extraire du contexte. Il faut prendre du recul, exactement. Ouais. Il faut être conscient de ces cycles économiques, et comme les cycles économiques, ça monte, ça descend, mais tout ça sur une longue vague haussière, finalement, sur le temps, et vous êtes sur la gestion longue, notamment pour les épargnants, sur le temps, on est gagnant. Mais il faut jongler avec ces cycles qui montent, qui descendent au fur et à mesure, sur une tendance haussière globale. Alors nous, on recommande pas mal chez Yomoni dans la partie conseil, souvent pour prendre du recul, c'est de se rappeler, alors c'est plus dans les périodes où ça va mal que dans les périodes où ça va très bien, de se rappeler en fait l'origine de la décision, quel profil de risque, quel horizon de placement on avait devant nous, et d'essayer de se souvenir dans quel contexte en fait on a pris ces décisions, et de se souvenir que les décisions elles sont bonnes quand elles sont tenues. Et enfin, c'est bien de prendre la décision, mais il faut aussi la tenir sur la durée. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'investissement, et c'est un des tips. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, comme beaucoup de choses, mais en tout cas, pour essayer de prendre un peu de recul. Ce que j'entends par contre dans votre discours, c'est que une des bonnes manières de prendre du recul, c'est quand même d'avoir un minimum. Investir, déléguer sa gestion, c'est bien. Ça n'empêche pas de développer, de cultiver un peu de culture financière, de technicité à côté, qui vont nous permettre d'avoir des éléments rationnels, objectifs, pour revenir à une réalité un peu plus saine. Plus saine. Oui, tout à fait. Ok. On a juste éventuellement une dernière chose par rapport à cette histoire de psychologie qui s'impose à nous dans nos choix. Et ça s'appelle la paralysie du choix. Normalement, je dis bien normalement, la paralysie du choix, c'est-à-dire que on a des choix, options A, B, C, D, et puis quand on a trop d'options, on est paralysé. Ça, c'est la paralysie du choix parce qu'on a trop d'options. En gros, quand je fais un choix, je sacrifie tout le reste. Comme j'ai peur de sacrifier tout le reste, je préfère ne rien faire. Ça, c'est une chose. Mais là, en plus, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'il y a la paralysie du choix par la peur. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase en américain qui dit « flight, fight or freeze », qui veut dire en quelque sorte en français, quand j'ai une menace devant moi, j'ai trois possibilités. Et dans cet ordre-là, soit je m'éclipse, je l'évite, je pars. Flight, je pars, okay. Je ne veux pas de cette menace-là. Soit, puisque j'ai pas le temps de partir, ou je sens que je suis à même de faire face à cette menace, je la combats. Et s'il y a ni l'un ni l'autre qui marche, le troisième choix qui se passe, et c'est là notre sujet ici, je peux ne rien faire. C'est-à-dire, je me fais tout petit. La source de la menace ne va peut-être pas me voir, je vais passer inaperçu. Hein, si je suis dans la jungle, il y a un tigre, si je ne bouge pas, si je suis près de l'arbre, il va peut-être passer à côté de moi. Je me camoufle, je ne fais surtout rien, et il va peut-être m'ignorer. Et là, c'est un peu ce qu'on peut avoir ici. On a un marché où il y a une menace on ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, on n'a pas une question de s'enfuir ou de combattre, mais c'est juste, du coup, paralysie du choix. Je ne préfère rien faire, j'attends. Pourtant, ça monte, ça évolue, et donc, si on ne fait rien, on perd de la performance potentielle. Oui, mais alors est-ce qu'on n'a pas tendance, parce que nous, dans les périodes baissières, on va avoir tendance, alors encore une fois, sur cette partie conseil toujours, alors on a tendance à faire le dos rond, ce qui revient à peut-être se camoufler face au tigre, face au tigre dans la jungle, mais au final, le marché finit toujours par remonter. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir? Est-ce que c'est le bon moment pour réallouer? C'est toujours compliqué.
dans les périodes de troubles financiers ou de chute financière, c'est quoi votre recommandation en fait? On entend bien la paralysie du choix, et je pense qu'elle est vraie, pas que dans l'investissement d'ailleurs, hein, je pense qu'on a tous été un jour concernés, on peut juste prendre le marchand de glace, hein, il y a tellement de parfums qu'à la fin on ne sait plus quelle glace on veut manger, mais comment on... Enfin, au final, est-ce que être statique et un peu stoïque dans les périodes de troubles, c'est pas justement une manière de laisser passer l'orage? C'est ce qu'on disait finalement au démarrage. Être prudent, c'est quand même sain. C'est-à-dire, c'est un réflexe sain. Ça va pas. Il faut réussir à avoir des réflexes, changer son comportement et ne pas rester bille en tête sur ce qu'on fait. Mais il faut réfléchir effectivement avec je sais qu'il y a des cycles, donc quand ça baisse, il faudra que je me positionne au fur et à mesure. J'essaie de trouver des indices. Ça, c'est effectivement vous qui allez le conseiller, mais trouver des moments, des points d'entrée. Et puis 3, encore une fois, et là c'est un peu plus de culture financière, savoir dans mes actifs, est-ce que je dois légèrement bouger, pas mon profil de risque, mais mon niveau de risque, c'est-à-dire en réellement, est-ce que je fais un peu plus de défensif plutôt que de prise de risque. La finance, il y a une seule chose qui est sûre, le rendement est proportionnel au risque que l'on prend. Et donc, du coup, il faut juste mesurer, est-ce qu'en ce moment, le risque que je prends, est-ce qu'il est adapté ou pas? Il faudrait peut-être que je sois un peu plus prudent. Ce qui n'est pas exactement la même chose que changer son profil de risque, qui est normalement le troisième comportement dont vous parliez. Hein, les personnes changent de profil de risque, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos niveaux de... Oui, nous on va d'un profil 2 à un profil 10, sachant que plus on monte dans le chiffre, plus on est exposé en action. Et on a vu certains clients sur des profils, alors notamment le profil 6, qui n'est pas le profil le plus haut, mais qui est un profil fortement exposé au marché obligataire. Les obligations ont pris... c'était un peu difficile pour le marché obligataire en 2022, hein, je pense que vous le savez parfaitement. Et en fait, on a des gens qui sont allés se réfugier plutôt sur des profils 2 ou 3 pour réduire la voilure et repartir sur des fonds sécurisés en capitaux. Le problème, c'est que quand ils font ça, ils entérinent une baisse certaine. Hein, comme on dit, pas vendu, pas perdu, vendu, perdu. Et quand je passe d'un profil 6 à un profil 2, eh bien, je vends une partie de mes actions et de mes obligations en portefeuille pour les réallouer sur du fonds euro. Voilà. Donc nous, c'est cette tendance-là où au final, le réflexe est primaire, ce que vous décriviez au début de l'interview, mais au final, quand le marché repart, la personne, elle est plus du tout exposée au rebond de marché puisqu'elle est capée par la limite du fonds euro, quoi. C'est-à-dire le capital garanti, c'est bien pour garantir le capital. Par contre, pour faire de la performance, c'est pas voilà. Par définition. Oui, par définition. Ok, en tout cas, il y a ça me fait penser à ça, il y a une chose à ne pas confondre, c'est la conjoncture et le risque que je prends, c'est-à-dire comment je réalloue éventuellement mes actifs, plus ou moins risqués. Ça, c'est une question de conjoncture et c'est normal de le faire, avec... Ça, c'est plus le gérant chez nous qui s'en occupe. D'accord. Sur la partie tactique. Donc là, je précise quand même pour notre auditoire et pour pas qu'il soit perdu. Sur la partie, donc nous, on est plutôt gestion indicielle. Donc on a toute la partie stratégique, 80% du portefeuille qui bouge assez peu, à part renouvellement d'un ETF, d'un tracker par rapport à un autre pour des questions de objectifs, de prix, distribution, de rentabilité. Et après, on a cette poche tactique où tous les mois, on a l'équipe de gestion, dont le gérant principal vont se réunir et en fait estimer si on est en période de croissance, de récession, de statu quo et aller choisir des indices thématiques pour aller arrondir les angles en termes de performance du mandat. Donc pendant les périodes très en forte croissance, on a pu aller chercher les GAFA. Dans les périodes de récession assez forte, juste post début de la crise du Covid, on est allé sur les valeurs alimentaires, sur les valeurs pharmaceutiques, sur les valeurs pas technologiques, mais le mot me manque, je suis désolée, sur les valeurs défensives, sur des valeurs générale. Voilà, sur les valeurs défensives de manière générale, et on s'octroie jusqu'à 20% du mandat qu'on peut réallouer, et donc cette partie-là de réadaptation de l'allocation par rapport au contexte macro, ce qu'on est en train de économique, ça elle est gérée par la partie gestion, et elle est comprise dans le mandat de gestion. Très bien, je comprends bien. Limitée selon nous, parce qu'on a des convictions assez fortes sur la gestion indicielle. Après, c'est deux écoles, deux positions différentes mais complémentaires. Voilà, donc ça c'est la petite subtilité. Et là, on parle vraiment de gens qui réduisent le risque. C'est pas qui réallouent en fonction du contexte, mais qui réduisent le risque. Mais qui réduisent le risque globalement. Voilà.
Je pense, alors donc justement, c'est très bien, ça permet d'aller plus loin là-dedans, c'est qu'effectivement, ils réduisent le risque, alors c'est leur choix parce qu'ils sont un peu plus prudents, plus tétanisés, mais justement ce que je voulais amener comme point, c'est ne pas confondre le risque, je réduis mon risque dans l'instant, donc ça c'est conjoncturel, hein, il se passe quelque chose, je m'ajuste, et puis le profil de risque d'un investisseur. Et souvent, un investisseur, il a tendance à mixer un peu les deux. C'est-à-dire qu'un épargnant se dit, bah tiens, ça va pas, et il change complètement de stratégie. Un profil de risque, c'est qu'est-ce qu'on a en tête quand on est épargnant, pourquoi on épargne. Est-ce que j'ai envie d'épargner un peu parce que et puis même investir parce que j'ai envie de faire de l'argent assez rapidement, ou est-ce que je suis en train de prévoir ma retraite, ou est-ce que je suis en train de prévoir un peu d'argent pour les études de mes enfants un peu plus tard. Et ça, c'est mon profil de risque de façon générale. Et ça doit pas être altéré. C'est pas parce que ça va pas, ça va bien, qu'on est en train de changer cette chose fondamentale qui est le profil de risque type au démarrage. Qui est mon horizon de placement, ma décision initiale. Exactement. Voilà. Avec mes objectifs de rendement ou en tout cas de sécurité, hein, puisque l'un et l'autre se mettent risk-return, hein, rendement et risque. On est donc dans cette réflexion de dire, attention, j'ajuste. Effectivement, je peux pas trop, sinon je risque de manquer à un démarrage. Je peux ajuster légèrement mon risque en conjoncturel. Par contre, mon idée générale, je dois la garder. D'accord. Donc on en revient au final, ce que nous recommandons, ce qui m'envoie rassurer aussi dans les conseils qu'on pronostique, qui est de revenir à la décision initiale, c'est-à-dire j'ai épargné 50 000 euros pour les études de mon fils Gabriel, j'ai 10 ans d'horizon d'investissement devant moi, j'ai pris un profil neuf parce que j'avais un horizon lointain, demain le marché chahute, je peux réadapter un peu sur la partie tactique, peut-être les segments, enfin les secteurs d'investissement, je peux essayer de pondérer un peu mon investissement par rapport au contexte, mais il ne faut pas que ce soit une remise en cause fondamentale de ma stratégie initiale. Exactement. Ok. Bon, très clair. Donc que vous soyez plutôt très prudent, incertain, omnibulé par vos placements. En tout cas, ce qu'on retient, et merci Jens pour ces précisions, c'est que avant toute chose, il faut prendre du recul. Et pour prendre du recul, bon, je pense que tout le monde n'a pas la même aptitude à faire de la technicité, enfin c'est-à-dire à se mettre dans une recherche plus ou moins technique. Ça va dépendre de tout à chacun, hein, bien évidemment, mais vous avez la possibilité soit de vous former, au-delà d'être en mandat de gestion, de continuer à vous former et d'avoir quelques ratios objectifs pour essayer de vous ramener vers un petit peu plus de rationalité et d'objectivité. Et puis la possibilité de revenir à vos choix initiaux avec un peu plus de psychologie, mais de vous dire concrètement pourquoi j'ai pris cette décision à tel moment, quel était mon horizon de placement, qui vont apporter aussi encore une fois une prise de recul. Et puis si vous en sortez pas, ce qu'on vous dit très souvent, ce qu'on dit très souvent aux investisseurs, c'est appelez-nous. On est là aussi pour ça, pour vous aider à vous rappeler pourquoi vous avez pris la décision, pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur le marché. En tout cas, essayez d'apporter des éléments objectifs pour essayer de casser un petit peu la machine psychologique, c'est-à-dire le cerveau un peu reptilien. Une fois qu'il s'est emballé, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'apaiser et de revenir à un niveau plus ou moins neutre. C'est exactement ça. Un peu plus de culture économique, de la prise de recul, être juste conscient que cette psychologie est à l'œuvre et elle nous force dans une certaine direction. Déjà, ça nous fait prendre du recul et ça nous ramène sur un comportement plus rationnel. Ouais. Bon, on en revient à se dire que l'investisseur peut lui-même en fait détruire de la performance sur son portefeuille tout seul, quoi. C'est ça qui est un peu... Tout investisseur fait ça malgré lui. Malgré lui. Ok, merci pour ces indications très importantes pour toute personne investissant sur les marchés. On va maintenant passer au second exercice. On vous a demandé de travailler avec nous bien évidemment sur les perspectives 2023. Et comme l'année est déjà bien entamée, puisqu'on est quasiment à la fin du premier trimestre de l'année, on commence à voir les premières tendances des clients et on a analysé à travers les rendez-vous qu'on a avec nos clients et les questionnaires auxquels ils répondent, leurs premières tendances d'investissement sur l'année et comment... on va voir est-ce que ces tendances sont des bonnes tendances et on va rapidement les décrypter et puis de voir comment est-ce qu'on peut où sont les limites alors quand je parle de tendance on va parler de produits ce matin et comment on peut encore une fois les dépasser, les transformer si le produit n'est pas forcément adapté. Dans les trois tendances qui se dessinent sur le début de l'année, on a forcément le livret A qui a passé le cap des 3% de rentabilité, ce qui est assez logique puisqu'il s'adapte au contexte inflationniste, mais qui est quand même un peu fou par rapport au rendement il y a à peine 12 à 18 mois du livret A. On voit qu'il a progressé même plus vite que le fonds euro, donc on va revenir sur le sujet. Il y a une grosse tendance des fonds structurés aussi, donc c'est des fonds qui vous permettent d'aller chercher de la performance sur les marchés tout en vous
garantissant votre capital, c'est un peu le produit, la formule magique, on va revenir sur ce sujet-là, et puis la tendance, on en a parlé dans notre dernier webinaire, la tendance sur les actions européennes, on va voir aussi qu'on peut avoir des biais comportementaux à travers ces produits-là. Je vous laisse reprendre la main, on commence peut-être par le livret A. Alors le livret A, effectivement, a toujours marché de tous les temps en France, et donc ça amène et puis là ça marche fort avec cette histoire de remontée de rendement à 3%, ça nous amène à cette histoire de biais qui est le biais de familiarité notamment, et puis après indirectement le biais de conformité sociale. Le biais de familiarité, c'est simple. Notre cerveau nous dit, puisque je connais ça, c'est rassurant, et puisque c'est rassurant, ben, je crois que je vais investir là-dessus. En gros, c'est un peu l'idée. Hein. Quand c'est familier, c'est connu, comme c'est connu, c'est safe, comme c'est safe, je me mets dessus. Culturellement en France, PEL, livret A, enfin, tous ces trucs-là, on nous berce avant même qu'on soit majeur. Nos parents ont un livret A, ont un PEL, etc. On nous ouvre un livret bancaire, on nous ouvre, pas encore majeur. Exactement, on n'est pas majeur. Donc on est baigné là-dedans, donc cette chose-là est là tout le temps. Pour peu que tout d'un coup, parce qu'effectivement, le travers de cette histoire-là, c'est que les banques, elles proposent ces produits-là qui rapportent 3 fois rien, hein, c'est vraiment des rendements minimum, mais pour peu que, et là c'est le cas, avec la remontée des taux d'intérêt, le taux proposé par le livret A passe à 3%, tout d'un coup, bah, c'est l'engouement. C'est l'engouement. Alors c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Je rappelle que l'inflation est plutôt à 6 et au-delà. Donc à 3%, c'est bien, c'est un bon démarrage. Il faut regarder le taux réel. Oui, il faut regarder le taux réel. Mais on va dire que la chose suivante. Puisque c'est toujours la même chose, c'est une histoire de rendement et de risque. Finalement, ce qui compte, là, pour le coup, ce biais de familiarité, on va le contrer comment? C'est vraiment une question de comprendre comment ça fonctionne. Tout ce qui est sûr, ça rapporte pas grand-chose. Tout ce qui est moins sûr, ça rapporte beaucoup. Donc du coup, le livret A, c'est très sûr. C'est très sûr. Bon. Et aujourd'hui, c'est à 3%. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres rendements obligataires d'entreprises qui, selon qu'elles sont triple A, triple B, triple C, elles vont avoir des rendements par définition, parce qu'elles sont un peu moins sûres que ce livret A supérieur. Donc, pourquoi se jeter avec ce biais de familiarité sur ce produit que tout le monde connaît, de la grand-mère au petit-fils, alors qu'on peut très bien dire, bah tiens, en fait, je vois que cette obligation, c'est quoi? C'est une boîte sérieuse, ça, c'est Microsoft, c'est pas. Ou alors, à travers vos fonds que vous proposez, de fonds obligataires corporate, hein, des obligations d'entreprise, là, il y a un rendement. Voilà, il y a des rendements qui sont quand même, si on tient effectivement jusqu'au bout, c'est des rendements qui sont quand même supérieurs, tout simplement parce que quand tous les taux montent, bah, la chaîne des rendements sur toutes les obligations monte avec, et vice-versa. Oui, puis le jour où l'inflation s'arrête, ou si ça repart dans l'autre sens, le livret A, il va suivre le taux directeur. Hein. On l'a déjà vu, il n'y a pas si longtemps, on a tendance à oublier ce qui s'est passé l'avant-veille, mais effectivement. Donc au final, dépasser ce biais de familiarité, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Pour ça, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, on en revient toujours au même mode de fonctionnement, c'est-à-dire continuer à entretenir sa curiosité, sa culture financière. Et puis, en fait, on se rend compte que ce qui peut remplacer un livret A aujourd'hui, il y a pas mal de fonds obligataires. Hein, je suis même sûre qui depuis fin d'année 2022 sont sortis ce qu'on appelle des fonds à échéance, qui permettent un investissement obligataire très diversifié. Donc ça va être de l'investissement en high yield sur des obligations non garanties en capital, sur des sociétés qui sont cotées entre triple B et je crois triple C. Il y a un peu de, enfin c'est un mix. Le high yield, on est même au-dessus. Hein, c'est du. Oui. Oui, très bien. Non, mais je vous en prie, allez-y. Non, c'est bon. Il faut juste rappeler pour les épargnants qu'effectivement aujourd'hui il y a des sociétés qui ont des très bons rankings, mais malgré tout qui vont payer des rendements qui sont tout à fait intéressants. Ils peuvent supérieur au livret A. Supérieur au livret A, c'est bien sûr. Ne pas perdre le mot de l'histoire. Mais par ailleurs, on peut aller chercher encore plus de rendement. Mais attention, après, on rentre dans les zones à risque, notamment dans les périodes un peu troubles. Bien sûr. En fait, le capital ne va plus être garanti. Mais encore une fois, c'est ce ratio risque-rendement, risque-prix, rendement espéré, qui peut augmenter, qui peut être dépassé. En fait, en sortant de votre biais de familiarité, ce qu'on peut dire à nos investisseurs, c'est qu'on peut trouver un meilleur rapport risque-rendement sur, par exemple, le marché obligataire. Exactement. Actuellement. Tout à fait. Ok. Deuxième comportement sur les fonds structurés, donc sur les fonds garantis en capital. Alors là, on a un nouveau biais. Alors là, c'est pas vraiment un biais. Alors, je veux dire quand même deux choses par rapport à ces histoires de fonds structurés. Premièrement, effectivement, il faut reconnaître un fonds structuré propose en général de la performance avec une garantie ou alors une garantie sur une certaine zone
de performance. C'est-à-dire que si derrière, ça baisse de plus de 20 ou 25%, tout d'un coup, la garantie, elle saute. C'est une garantie conditionnée. Voilà. Donc, il faut faire alors, deux choses. Premièrement, donc, c'est des produits qui sont intéressants. Il faut reconnaître. Il faut pas les enterrer comme ça. C'est très, très bien. Un fonds structuré, ça permet, dans un environnement incertain, de garantir une certaine performance avec préservation du capital, ce qui est plutôt attirant. Ça, c'est très bien. Maintenant, et c'est là où il faut faire attention, il faut encore une fois être vigilant là-dessus. Premièrement, il faut regarder les détails. Il est évident que le marketing de ces fonds structurés est bien fait, comme votre marketing, je suis sûr, ici, est très bien fait également. Il est bien fait, et donc du coup, on a l'impression d'avoir, là, ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs c'est très bien, la formule magique. On a quelque chose qui est parfait. Je vais prendre la hausse, je ne souffrirai pas de la baisse. Il faut bien comprendre que sur les marchés financiers... C'est incompatible. Oui, la magie, effectivement, elle n'existe pas tellement. Hein. Il y a quand même quelque chose. Je pense. On va être très transparent, elle n'existe pas du tout. Voilà, on va dire qu'elle n'existe pas du tout pour être très très clair. Ce qui compte, c'est de voir les détails. C'est-à-dire qu'en général, si jamais je peux profiter d'une hausse, mais que j'ai des garanties, peut-être que je ne profite pas de toute la hausse. Je vais être capé sur ma hausse. Et là, du coup, je me retrouve coincé. Peut-être que si je suis garanti à la baisse, mais attention, passer un certain niveau, il n'y a plus du tout de garantie. Et tout d'un coup, tout peut partir. Donc, les fonds structurés ne sont pas là pour nous vendre quelque chose de faux. Par contre, il faut juste être bien vigilant sur ce que ça représente. Quel est vraiment le potentiel de hausse? Quelle est la garantie et à quel moment elle saute? Donc, rentrer dans les détails de ces fonds structurés, c'est important. Il y en a qui sont très bien faits, il y en a peut-être qui sont un peu moins bien faits, et donc il faut être vigilant là-dessus. C'est juste la question de vigilance. Et deuxièmement, et ça c'est important, il faut penser que les personnes qui font les fonds structurés, comme toute personne qui fait de la gestion et qui propose des produits, c'est des gens qui se rémunèrent. Donc il y a des frais. Et quand on est un épargnant, souvent ce qu'on regarde sur une publicité, c'est « Regardez, notre fonds va vous délivrer plus 10%. » Mais quand on est un épargnant, ce qu'on regarde, c'est la performance sur laquelle... Attendu sur le produit sur lequel on a placé notre argent, mais notre argent, on l'a placé, et derrière, il y a des frais. Des frais de gestion, des frais d'entrée, des frais de sortie. Et c'est, quand je suis épargnant, moi je regarde pas juste la performance du fonds, je regarde, moi, j'ai mis combien en entrée, et j'ai combien en sortie, y compris ces frais. Et donc, si jamais les frais sont élevés, finalement une performance de 10% sera peut-être plus que de 8, de 7, de 6, j'en sais rien. Ouais, donc, il y a deux choses il faut juste, moi, encore une fois, fonds structurés très très bien quand ils sont bien construits, être juste vigilant à deux choses, sur quoi il me protège, voilà, et jusqu'où ça m'amène, et où est-ce que ça me capte, premièrement, et deuxièmement, quels sont les frais pour être sûr que je ne rentre pas sur quelque chose qui, mine de rien, me prend une partie de ma performance juste en frais. Voilà, donc la performance affichée est peut-être brute de frais, donc être assez vigilant, même si c'est parfois un peu la chasse au trésor, de réunir l'intégralité des frais. On le fait avec les clients parfois, c'est pas toujours, même pour nous professionnels d'investissement, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais vraiment attention, et même au-delà des frais, attention à ce que vous êtes en train d'acheter. C'est pas parce que c'est garanti, on retrouverait presque un biais de familiarité, c'est-à-dire c'est garanti, je suis protégé, c'est safe, j'y vais, quoi. Enfin, il y a un petit côté du capital garanti qui fait que je sais ce que ça veut dire, je sais, je suis à l'aise et du coup j'y vais assez tranquillement. Mais en fait, il faut aller au-delà de cette garantie en capital et voir quels sont, comme on dit en finance, un no-free lunch. Donc au final, s'il y a une garantie, vous la payez quelque part. Il faut comprendre de quelle manière vous la payez. Exactement. Voilà. Ok, très clair. Dernière tendance qui est vraiment actuelle puisqu'elle est liée à la tendance des marchés actions européennes, voire même actions françaises depuis le début, même si ça s'est un petit peu inversé depuis quelques jours, mais les tendances sur le marché européen depuis la fin du Q4 2022 et la tendance du marché français. Qu'est-ce que vous pouvez décrypter en type de comportement et quels réflexes adopter pour essayer de prendre les bonnes décisions? D'accord. On a sur ce sujet-là, c'est-à-dire le redémarrage des actions européennes, françaises, effectivement, depuis octobre ou novembre, j'ai plus le timing exact en tête, mais effectivement, à l'entrée du dernier trimestre de 2022, c'est reparti, puis ça tient effectivement là depuis quelques jours avec les histoires de la Silicon Valley et des banques, il y a quelques troubles, mais au-delà de ça, donc pourquoi tout le monde se repositionne ce que l'investisseur doit avoir en tête, et là c'est effectivement, c'est le comportement humain classique, c'est cause-conséquence dans l'instant. C'est-à-dire que j'ai un environnement autour de moi qui est incertain, j'ai l'impression que tout va mal, et donc c'est tout de suite. Et puis donc ça veut dire que le marché baisse, c'est que tout va mal. Et puis quand tout va bien, c'est exactement l'inverse, tout va bien, le marché monte, c'est que tout va bien. Non. La temporalité humaine, c'est l'instant. La temporalité des marchés, c'est-à-dire les mouvements de marché, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'un investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce qui va se passer dans les 6 mois, 9 mois, l'année à venir, et c'est par rapport à ça qu'il prend ses décisions d'acheter
ou de vendre. Mais donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir un environnement qui est incertain, comme on l'avait toujours en 2022 malgré tout, hein. On a toujours un environnement qui est très volatile, et pourtant un marché qui repart, c'est-à-dire que les investisseurs professionnels sont déjà en train de regarder ce qui se passe 6 mois, 9 mois, 1 an plus tard. Et c'est pour ça que malgré l'environnement incertain, les marchés repartent. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des repositionnements sur le marché des actions, parce que cette temporalité du marché, c'est plus de l'ordre de 6 mois à 1 an, plutôt que l'instant. Donc il faut juste prendre conscience de ça. Je ne sais pas s'il y a un décryptage particulier, c'est juste plutôt les épargnants doivent réfléchir, c'est pas parce que le marché baisse que demain ça va... On revient sur ces histoires de cycle hein, finalement, que demain ça va aller moins bien. Donc en gros, je me positionne, je vois trop d'investisseurs effectivement qui sont dans cette question de dire les marchés baissent, donc c'est que ça va pas. Non, c'est pas le cas. Les marchés baissent, c'est peut-être que ça va pour l'instant, mais voilà, là, ou alors on est sur le démarrage d'une baisse, ou on est sur le démarrage d'une remontée, mais ce qu'on constate dans l'instant, c'est pas forcément ce qui se passe réellement. Donc il faut bien prendre conscience de cette différence de timing, et c'est pour ça que là, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés européens ont repris, oui bien sûr, puisque les investisseurs sont déjà en train de se projeter en disant bah, l'inflation maintenant, vers la fin 2023, c'est en train de retomber, donc les taux des banques centrales vont baisser, ça va redynamiser l'économie, et hop, on est reparti. Et donc, on est déjà dans ce mouvement-là. Et d'où, effectivement, on peut se poser des questions aujourd'hui, parce que c'est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais d'où, effectivement, cette question, et on revient finalement à notre sujet de démarrage, les gens qui ont attendu en disant bah, c'est toujours incertain, eh ben, ça reste incertain. Ça reste incertain, mais la hausse de ce marché depuis la fin du dernier trimestre, et encore aujourd'hui, sauf ces derniers jours, eh ben, c'est une hausse qui a été manquée finalement, si on est resté en retrait. On remarque, nous, quand même, une reprise, quand même, une tendance de la collecte, même si c'était très, d'un point de vue géographique, très sectorisé, enfin, c'est-à-dire très orienté Europe et France, même si sur nos allocations, on est beaucoup plus international, pour des raisons de long-termistes, hein, très, très simplement. On sent quand même qu'il y a eu une nouvelle dynamique, en tout cas par rapport à 2022, en tout cas, on le dit de manière assez transparente, sur le Q1 2023, il y a quand même une reprise, une dynamique de la collecte qui est un peu différente. C'est-à-dire que, ce qu'on disait encore une fois, je commence à remonter, je viens de me casser la figure sur les marchés, j'ai peut-être baissé mon profil de risque, j'ai peut-être aidé jusqu'à clôturer mon contrat, puis à un moment donné, je vois que le marché repart, et puis là, quand même, sur l'Europe, sur le CAC 40, les marchés sont repartis fort, hein, le CAC 40 est quand même repassé en séance au-delà des 7000 points, c'est quand même une reprise assez conséquente, et là, au moment où tout le monde commence un peu à en parler, parce que le consensus s'est fait, puis on se dit, j'y retourne, mais au final, ce qu'on se dit, c'est que, nous, humains, on vise l'instant présent, mais le marché, lui, il est déjà, il est déjà bien après. Il est déjà loin. Oui, oui. Il est déjà loin. Ok, très clair. Et face à ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme tips? Enfin, une fois qu'on le sait, ok, mais du coup, le tip, c'est effectivement, alors pour le coup, là, c'est un peu désolant, parce que finalement, il faut revenir à la culture économique, mais l'histoire, non, mais c'est vrai que ça, on a une situation où il faut tout simplement se dire, ok, si j'ai bien conscience que ce qui se passe, les marchés aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans 6 mois, 9 mois ou 1 an, et bien donc, en fait, j'essaye d'écouter, alors je sais pas sur quelle émission, sur quel podcast, ou sur quelle presse en ligne, ou sur la newsletter de Yomoni. Sur la newsletter de Yomoni, j'essaye de voir quelles sont les prévisions économiques, et c'est à partir de là que je commence à me rassurer dans un environnement incertain, en me disant, ah ok, c'est intéressant, puisqu'on projette ça dans 6 mois, c'est peut-être le moment, en fait, c'est comme une pilule pour se rassurer, puisque les économistes ont l'air d'être, les économistes n'ont pas toujours raison, hein, mais c'est le monde par définition, mais il n'y a pas que la finance, la vie, et c'est juste une incertitude à venir. Donc, on essaie de réfléchir au mieux, mais les personnes dont c'est le métier de réfléchir à l'évolution économique, à l'évolution des marchés, à l'évolution même des situations géostratégiques, complètement géopolitiques, mais on essaie de prendre un peu la température, et si effectivement il y a des directions qui disent l'inflation va commencer à baisser, c'est un signe qui est plutôt intéressant pour les marchés dans 6 mois, donc je commence à me repositionner dès maintenant. Donc on revient sur cette question de s'intéresser un peu plus au sujet. Je sais que quand on est épargnant, on a une vie, on a notre métier, on a la famille, on a plein d'autres choses à faire. Ça vaut le coup effectivement de donner un tout petit peu d'attention à... Quoi qu'il en soit, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser. Ce sera une des grosses conclusions quand même de notre échange. Il faut s'intéresser à ce qu'on fait, à savoir quelle est la stratégie du fonds qu'on sélectionne, même si on passe un mandat de gestion, même si on décide de tout déléguer, parce que c'est un métier à part, ça n'empêche pas de s'intéresser aux frais, aux sous-jacents, à la logique, peut-être que ce soit un fonds structuré ou pas un fonds structuré, mais à la logique d'investissement de la société de gestion qu'on choisit. Il faut quand même avoir un regard et être quand même un petit peu
autodidacte, en fait. Faut quand même être conscient de ce qu'on est en train de faire. Voilà, il faut c'est très très bien délégué, c'est parfait. Il faut juste savoir avoir les balbutiements. Et puis, vous parlez de pas mal d'éléments, et toute cette histoire de cycle économique, c'est très important aussi. De pouvoir mettre en perspective, de dire, ok, en ce moment ça va pas, je sais que demain ça ira, ou en ce moment ça va bien, je sais qu'il faut que je fasse attention, parce que demain ça n'ira pas. Quand je dis demain, c'est des cycles longs, mais il faut juste en être conscient pour ne pas être tétanisé. Ou surpris. Pour continuer et donner un autre point qui est important sur cette histoire de vous, votre perception de plus de collecte et plus de personnes qui se mettent sur les actions européennes, il y a également un biais qui est hyper connu, qu'on appelle le biais de conformité sociale, c'est-à-dire qu'on a tous tendance, dans notre vie, à regarder ce que les autres font, et plus ou moins faire la même chose. Et c'est normal. Ça, c'est dans la... Moi, j'appelle ça la théorie du consensus, mais souvent, sur les marchés, elle est pas très... On dit que là où il y a un consensus, il faut fuir, donc Alors, il y a deux choses à dire. Premièrement, cette chose-là existe. On est très, bien sûr. En mimétisme par rapport à ce que font les autres. Hein. Si on marche dans la rue, et qu'on voit 5 personnes qui regardent en l'air, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en l'air aussi. Je sais pas pourquoi, mais on le fait. C'est ça, la conformité sociale. Oui. Dans la vie, si on remonte dans les anciennes... époque, si je suis dans la brousse et que je suis en train de marcher tranquillement avec des amis et que tout le monde part en courant, bah en fait je réfléchis pas, je pars en courant, mais c'est même inconscient, hein. Je pars en courant avec les autres parce que c'est pas le moment de me dire mais pourquoi ils partent ces gars-là, c'est pas le moment de et à ce moment-là je vois qu'il y a un lion qui est en train de me grignoter un doigt de pied, donc non, je pars et après je réfléchis. Ça c'est la conformité sociale. Eh bien sur les marchés financiers on a la même chose. On a la psychologie de masse sur les marchés financiers, c'est quelque chose de prégnant, c'est très important d'être conscient de ça. Quand tout le monde parle de c'est bien, ça va repartir l'inflation, ou les actions européennes c'est le bon moment, l'inflation va diminuer, comme tout le monde en parle, tout le monde le fait, comme tout le monde le fait, je le fais aussi. C'est ce qu'on appelle le caractère moutonnier. C'est exactement ça, c'est l'effet de troupeau, l'effet de groupe, exactement. Et ça, eh bien en fait c'est intéressant, parce que, alors c'est intéressant, oui et non. Premièrement, c'est ça qui crée des excès sur les marchés. Pourquoi on a tout de suite des montées fortes ou des baissées fortes? C'est que tout d'un coup, quelques investisseurs se mettent en place. Les volumes d'échange sont dans le même sens. Voilà, et tout d'un coup, tout le monde rentre en même temps, parce que il y en a 3 qui ont vu que, et puis qu'on en parlait, et puis tout le monde se met à faire la même chose. Et ça, c'est intéressant, parce que quand je suis épargnant, je devrais avoir cette double vision des choses, qui est quand j'investis, je choisis d'abord sur quoi j'investis, ou alors je prends un niveau de risque, et je me positionne, parce que ça, c'est ma stratégie d'investissement. Et 2, je ne perds pas de vue que par ailleurs, comme il y a des effets de groupe, des effets de masse, eh bien les marchés vont être portés ou au contraire appuyés par ces effets de masse. Ce qui veut dire que même si je pense être le seul à avoir raison sur le fond, je pense qu'aujourd'hui ça va pas, et que je suis dans un marché haussier. Pendant la crise des je mets un exemple, pendant la crise des subprimes, juste avant, il y avait la bulle financière. À un moment, dans cette montée avant la crise des subprimes, il y a plein de personnes qui disaient mais c'est n'importe quoi, ça va finir par baisser, ça va même exploser. Mais est-ce que pour les temps ils vendaient? Ils vendent pas, les professionnels, parce qu'ils disent tant que tout le monde croit. Oui, tout le monde pensait que ça montait jusqu'au ciel. Oui, mais tant que tout le monde y croit, moi, même si je suis persuadé que c'est n'importe quoi, je serais fou de sortir maintenant parce que j'ai loupé la hausse. Et même chose dans le sens inverse. Donc en gros, il faut que je sois conscient. 1, voilà sur quoi j'investis, ça c'est mon risque, c'est mon profil de risque, la façon dont je vois les choses. Et 2, il y a des tendances, et ces tendances, je me laisse porter. Je me laisse porter. Je peux me laisser porter avec. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être le dernier à sortir quand ça monte, sinon on se fait tarter. Il ne faut pas être le dernier à courir dans la jungle avec le lion derrière. Exactement. Okay. Et voilà. Et donc il faut juste savoir, la tendance elle est là, ça c'est la psychologie de masse, c'est le fameux effet de groupe ou le biais de conformité sociale. Je peux me laisser porter avec, mais il ne faut pas que je sois le dernier à sortir de l'équation, sinon c'est moi qui me fais avoir. Ok, très clair. Merci Jens pour cet échange. Je dirais à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui que déjà avoir conscience qu'on a à la fois un cerveau assez objectif et un cerveau assez reptilien, et que c'est souvent leur cerveau reptilien, de comprendre en fait pourquoi on a agi comme ça, déjà de comprendre les choses, ça permet souvent de les analyser et puis ensuite de les dépasser, mais il faut d'abord comprendre les choses. Donc déjà, on espère que tout le monde a bien conscience que le cerveau reptilien est beaucoup plus actif qu'on ne le pense, notamment en matière d'investissement, que cette manière d'agir peut nous faire perdre un peu raison et un peu de performance aussi sur nos placements, et qu'il faut trouver, alors je pense chacun à sa manière, on a laissé plusieurs pistes,
Vous nous avez laissé, Jens, aujourd'hui plusieurs pistes de réflexion pour essayer de revenir à des choses plus rationnelles. Chacun trouvera évidemment sa méthode, puisque chacun a bien évidemment son mode de fonctionnement, mais prise de recul, formation, enfin en tout cas intéressement à ce que vous êtes en train de faire sont quand même les deux grands axes qu'on retiendra de cette session ensemble. Et puis ceux qui veulent aller plus loin et qui sont les plus avertis, bien évidemment, trouveront aussi des solutions parfaitement adaptées. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Et puis on vous souhaite une excellente continuation. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.